Bonjour, bienvenue sur Novac TV, le média de l'innovation en Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, au sommaire de Novactuel, notre magazine de l'innovation. Comment soignera-t-on demain? Émission en deux temps. Première partie aujourd'hui autour de l'état des lieux, des enjeux, avec 4 invités que vous retrouverez également dans la deuxième émission et que je vous présente. Bruno Lina, bonjour. Vous êtes professeur de... Bonjour. Alors voilà. Bonjour. On l'a refait, merci beaucoup. Professeur de virologie, membre du conseil scientifique auprès d'Emmanuel Macron pour le Covid-19. À vos côtés, Florence Alouche. Bonjour. Bonjour. Cofondatrice et ancienne présidente de Sparing Vision, qui est une société de biotechnologie spécialiste, vous décrirez très exactement, mais vous travaillez sur une thérapie innovante pour le traitement des maladies dégénératives rétiniennes héréditaires et notamment la rétinite pigmentaire. À vos côtés, Marc Prikaski, bonjour. Bonjour. Vous êtes vétérinaire, vous êtes le PDG de Ceva Santé Animale, qui est un des principaux acteurs au niveau mondial en matière de santé animale. Enfin, en duplex avec nous, et je l'en remercie, Bernard Bégaud, bonjour. Bonjour. Professeur de pharmacologie, auteur. Récemment, c'est sorti en plein pendant le premier confinement, de la France malade du médicament, et le sous-titre était assez puissant, 110 milliards d'euros plus tard, c'est aux éditions de l'Observatoire. Alors pour cette première émission, comme je le disais, on va essayer de se concentrer sur l'état des lieux, les enjeux, et je voudrais vous entendre hors crise, je sais que c'est compliqué, mais hors crise du Covid, est-ce qu'on peut dire qu'on soigne bien en France aujourd'hui? Bruno Lina. Alors, on soigne bien. Tout ce qui est soins primaires, effectivement, est de bonne qualité. Parmi les éléments que l'on a comme critère de jugement, c'est l'accès aux soins, qui est facile. C'est un accès aux soins qui est universel, en quelque sorte, puisque tout le monde y a droit. Donc, de ce point de vue-là, on soigne bien en France. Après, il y a une dimension qui souvent est pas très bonne en France, qui est l'aspect de la prévention. Et un certain nombre de domaines de santé publique, de prévention, ne sont pas bien au niveau par rapport à ce que l'on sait faire en soins primaires. Donc je dirais qu'en termes de réaction par rapport à une infection, par rapport à une prise en charge d'une pathologie chronique ou par rapport à une acutisation d'une pathologie, on est bon, on est même parfois excellent. En revanche, pour éviter que les personnes tombent malades, eh ben on n'est pas bon. Et par exemple, la prévention du diabète, la prévention de l'obésité, la prévention de l'hypertension, on n'est pas bon. Oui. Donc en fait, on n'est pas bon parce qu'il y a quand même un dicton qui prétend que mieux vaut prévenir que guérir. Alors, oui, bien sûr. Et c'est un des vrais enjeux. Je crois que c'est quelque chose qui est très important. Ce que l'on sait faire en France, c'est vivre âgé. On a une espérance de vie qui est très bonne. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est vivre âgé en bonne santé. Et ça, quand on regarde les polypathologies qu'on voit à partir de 65-70 ans, on se rend bien compte que tout le temps de la prévention qui doit s'installer auparavant, dès 35-40 ans parfois, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas fait de façon suffisamment forte parce que ce n'est pas dans notre culture. On est toujours beaucoup plus dans la réaction que dans la prévention. Florence Alouche, j'ai signalé que vous étiez cofondatrice et ancienne présidente de Sparing Vision. Je n'ai pas précisé que vous étiez docteur en pharmacie initialement. Vous avez très longtemps travaillé, notamment à la PHP, sur énormément de programmes innovants. Donc voilà, c'est cette posture aussi de la grande professionnelle de la santé que vous êtes, à qui je m'adresse, pour poser cette question. Est-ce qu'on soigne bien aujourd'hui en France ? Alors le pharmacien, lui, délivre des médicaments, donc il s'en remet au diagnostic. Il s'en remet à la prescription du médecin, au diagnostic du médecin, bien que les pharmaciens sont maintenant impliqués dans les campagnes de vaccination. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est absolument remarquable, parce que le pharmacien, c'est le premier contact, en fin de compte, du patient, notamment âgé, qui a une relation privilégiée. Est-ce qu'on soigne bien? Moi, je ne vais pas répondre là-dessus, je vais surtout répondre sur le futur. Est-ce que l'on va prendre en charge aussi les maladies que l'on voit actuellement, les prédispositions génétiques, de façon correcte, et est-ce qu'on va pouvoir être au niveau de lancer des innovations, puisque c'est ça, moi j'ai une casquette qui est plus médicaments de thérapie innovante, nouveaux médicaments, est-ce qu'on sera au niveau de relever le challenge international d'avoir nos propres médicaments innovants développés en France par des équipes, et surtout sur une base quand même de recherche fondamentale, de recherche appliquée, de recherche translationnelle avec les CHU qui est de très haute valeur. Alors gardons cette casquette, voilà. Gardez cette casquette, c'est effectivement la vôtre en plus. En ce moment, et de ce point de vue-là justement, est-ce qu'on est bon ou moins bon? En matière de biotech, souvent on se rend compte que la recherche française fonctionne plutôt très très bien, mais qu'ensuite les innovations s'en vont dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, quand il s'agit de faire grossir ou exploser une innovation, ce qui est un petit peu étrange, quoi. On fait financer par les dividendes des fonds de retraite américains par de la recherche publique française.
Ah oui, tout à fait. Alors, à la limite, ça, c'est un problème de riches. C'est-à-dire que quand on arrive à lever des fonds et à se dire où on va être finalement aux États-Unis ou en France, on a fait déjà un long parcours. Il faut comprendre que toutes ces sociétés, et je vais plus loin que la biotech, puisque j'inclus les sociétés de medtech, les sociétés de e-santé qui se développent aussi, puisqu'on l'a vu avec la crise du Covid, la téléconsultation, les téléservices sont très importants pour les malades isolés, et le lien avec les professionnels de santé. Donc, toutes ces jeunes sociétés qui se développent en France, qui ont des innovations majeures encore basées sur la recherche et l'innovation produite à l'hôpital, dans les CHU et dans les laboratoires de recherche, il faut finalement qu'on s'occupe d'elles avant cette question de savoir si je vais aller aux États-Unis ou pas. C'est de savoir est-ce que j'ai bien la chaîne de valeur qui a été soutenue par des plans, et je suis membre de France Biotech, et on se bat justement sur ce plan innovation santé, de permettre finalement à ce que la chaîne de valeur soit maintenue, la recherche, la propriété industrielle, le développement et surtout l'accès au marché avec les contraintes réglementaires et surtout les contraintes aussi de pouvoir accéder aux acheteurs publics. Il faut que nos sociétés qui produisent et qui innovent en France puissent aussi accéder à des acheteurs publics comme les hôpitaux et les centres de soins. Donc c'est une question extrêmement large, pas seulement sur l'investissement. Merci beaucoup Florence Alouche. Bernard Bégaud, on va rester dans une ambiance médicament, pharmacologie, puisque vous êtes docteur en pharmacologie. Même question, jusqu'à présent finalement, avec des mots un petit peu différents, on a la même réponse, qui est prévenir. C'est-à-dire que quand Florence Alouche dit qu'il faudra qu'on dépiste mieux, on est finalement dans le même esprit que ce que décrivait Bruno Lina, c'est cette notion de prévention. Vous, quel est votre regard sur tout cela ? Exactement le même que les deux intervenants précédents. Bon, moi je suis médecin, effectivement. J'ai mal tourné parce que je m'intéresse aux médicaments. Mais je pense que le problème français, c'est effectivement celui de la prévention et de la faiblesse de la santé publique. Je le dis, mais je suis assimilé à cette discipline, alors je peux le dire. C'est vraiment très, très préoccupant. Et je suis d'accord également sur les freins qu'il y a à l'heure actuelle pour la médecine de demain, qui soulève des espoirs énormes. Parce que moi, j'appartiens à la génération des gens qui ont connu le médicament chimique. Et effectivement, on bascule aujourd'hui dans toute autre chose et le combat est ailleurs. Mais il y a au moins un point commun, je pense, en France, il faut absolument qu'on fasse une révolution bureaucratique, c'est-à-dire que, à la fois pour l'hôpital, pour l'université, pour la recherche, pour faciliter le lien entre les biotech et effectivement le transfert, il faut alléger le dispositif. Aujourd'hui, on crée beaucoup trop d'emplois de mesureurs, de qualiticiens, etc., qui sont des freins. Et si les innovations partent, il faut quand même être conscient que bien souvent, c'est parce que les gens n'ont pas eu de réponse dans les temps et qu'ils ont eu des réponses outre-Atlantique ou ailleurs, ou voire même en Europe. Et ça, j'attendais que la crise du Covid pointe ceci, parce qu'on en a vu quand même les dégâts, et malheureusement ce discours qui est nécessaire, cette révolution qu'il faut absolument faire, je ne la vois pas. Pas encore. On va terminer ce premier tour de table avec vous, Marc Ricaschi. Mais que fait un vétérinaire sur un plateau dédié aux soins, à la santé ? Parce qu'on parle du vivant et qu'il y a une porosité et que tout ça communique. Et normalement, aujourd'hui, nul ne peut l'ignorer, puisque la crise du Covid-19, de la Covid-19, comme il faut dire grammaticalement aujourd'hui, elle est partie c'est une zoonose, elle est partie du monde animal. Oui, comme beaucoup de nouvelles infections, puisqu'en gros on dit 70-75% de nouvelles infections sont d'origine animale. Et à l'intérieur, c'est quand même important de le préciser, encore à peu près 70% sont issus des animaux sauvages. Des animaux sauvages qui peuvent passer par des réservoirs d'intermédiaires et après potentiellement passer sur l'homme, et après il faut que l'homme lui-même puisse le transmettre à un autre homme, et puis on part sur une épidémie ou une pandémie. Donc bien sûr que c'est lié, bien sûr que c'est le concept du One Health, que la santé animale, humaine... C'est de l'anglais, ça veut dire une santé. Une seule santé, Oui, pardon. On en reparlera beaucoup dans la deuxième émission, mais l'idée, c'est une initiative que vous soutenez, qui a été lancée il n'y a pas loin de 20 ans quand même. Alors, il n'y a pas loin de 20 ans, ou pour ceux qui habitent Lyon, il y avait des gens qui en parlaient beaucoup, Charles Mérieux, etc. C'est même beaucoup plus ancien que ça, qui a été à l'origine laboratoire de diagnostic, un laboratoire vétérinaire, et puis également une partie vaccin d'humaines. Donc oui, alors après, on en a donné une... Et puis ça fonctionnait bien. Donc effectivement, cette idée qui a 20 ans, c'était de réunir des savoir-faire dans la santé humaine, à travers de l'OMS,
la partie OAI, qui est plus la partie épidémie vétérinaire, et puis tout ce qui est alimentation, en disant voilà, tout ça est lié. Bah, évidemment, on habite tous sur une même planète, et d'une certaine façon, ce qui se passe à un endroit interfère ailleurs. Alors après, une fois qu'on a dit ça, vous voyez, on peut se retrouver soit en face d'une situation où on ne sait pas comment l'appréhender, parce que tout interagit sur tout, ou essayer de comprendre avec méthode, et essayer surtout de mettre les compétences autour de la table. Les vétérinaires sont là pour... avec leurs compétences limitées, mais en termes d'épidémiologie, on connaît très bien, vous voyez, les différentes... Alors, les grippes, je sais que vous êtes expert des grippes, et il y a un sujet de fond, mais également... Est-ce que vous avez vu, Marc Pézassi, pardon, je vous coupe, mais le sentiment d'avoir été ignoré, voire méprisé par les gens qui s'occupent de médecine humaine, quand vous avez commencé à dire, au début de l'épidémie, écoutez-nous 3 secondes, parce que c'est notre quotidien. Le mépris, vous voyez, c'est plus un langage de journaliste que de scientifique. Non, je pense qu'on a malheureusement pas pu parler, parce que je pense qu'il y avait l'actualité, il y avait la pression, il y avait tout un tas de choses, et puis les contacts n'étaient pas pris avant. Alors que, d'une certaine façon, les coronavirus, on connaît très bien, on a des maladies, des épidémies qui existent, c'est pas pareil, il y a beaucoup de types différents, etc. Mais je pense qu'on cette approche qui est une approche, on a 2 approches. On a l'approche de l'animal de compagnie qui est très identique à ce qui se passe en humaine, qui est plutôt en retard par rapport à l'humaine. On est plutôt des suiveurs de ce qui se fait en humaine. On a un petit avantage, vous parliez tout à l'heure de la qualité de la médecine au sens large, c'est que vous avez à un seul endroit tout. Vous avez le généraliste, vous avez le spécialiste, vous avez le laboratoire, donc ça vous permet d'aller vite. Dans le cabinet vétérinaire. Donc ça va vite. Et la notion de vitesse est quand même extrêmement importante, parce que pour les malades, vous voyez, quand vous attendez 15 jours, le résultat 1 de mois, 2 mois, non mais c'est du stress, c'est beaucoup de choses, la maladie continue à évoluer. Et puis l'autre partie qui concerne les élevages, les fermes, là vous travaillez que sur le grand nombre. Alors c'est une sorte de médecine de guerre. C'est-à-dire que vous essayez de protéger d'abord le grand nombre avant de protéger l'individu. Alors c'est extrêmement compliqué de comprendre ça, on le voit dans notre société, notamment en humaine, on essaie de protéger tout le monde. Mais là, nous, c'est pas notre sujet. Donc on a des réflexes qui sont des réflexes d'épidémiologue, parce qu'on est confronté tous les jours à ça. Alors, bien que nous fassions partie du même règne animal, l'être humain, il est quand même plus facile au plan éthique, en tout cas plus admis, de dire on va isoler la partie malade du troupeau, voire abattre N poulet ou N cochon pour pas que telle et telle épidémie se déploie, que de dire on va prendre N malades dans une maison de retraite ou ailleurs et les laisser mourir dans un coin. Enfin pardon, c'est un rire nerveux, parce que j'ose à peine imaginer la scène. Néanmoins, Bruno Lina, est-ce que vous avez le sentiment, pourquoi on a créé finalement, pardon j'y viens, un conseil scientifique dont une des belles caractéristiques est d'être très pluridisciplinaire, il y a y compris des sciences humaines et sociales dedans, pour beaucoup de personnes, ils se sont dit mais ça n'existait pas en France, les gens ne se parlent pas, tout est en silo, l'administration est faite sans ce dialogue. Alors, en fait, le conseil scientifique, je ne vais pas vous faire l'histoire du conseil scientifique, mais il a été finalement, il est devenu dans l'esprit de l'exécutif une évidence, à partir du moment où ils se sont rendus compte que les questions qui étaient posées étaient des questions qui partaient dans tous les sens. Donc il fallait impérativement avoir une structure qui ait un maximum de compétences, qui soit capable de se réunir de façon extrêmement fréquente, et puis qui puisse servir de tuteur pour aider à la décision politique. Le périmètre de départ était un périmètre qui a été monté quelque part dans l'urgence. C'est effectivement une structure qui n'existe pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'expertise qui existe ailleurs. Il y avait des structures, il y a la Haute Autorité de Santé, il y a le Haut Conseil de Santé Publique, il y a l'Agence nationale du médicament, mais ça rejoint un petit peu ce qui s'est dit, c'est très tourné sur l'humain. Je vais vous imiter Bernard Bégaud, parce que je le vois là en duplex, il fait ça. Et oui, on a trop de structures. Non, mais c'est beaucoup de structures qui sont complémentaires, qui ont leur rôle, qui sont utiles, et qui travaillent aussi avec Santé publique France, qui est une autre structure, qui elle aussi a un rôle extrêmement important, qui est la veille à la fois au niveau national, et il y a Santé publique France en région avec les CIR et les partenariats avec les ARS. Donc il y a toute une série de structures qui ont chacune leur rôle, mais aucune d'entre elles n'était capable de faire ce que le conseil scientifique fait, pour plein de raisons. Ce qui revient un petit peu au même, c'est-à-dire que quand même, on a soit des silos disciplinaires, soit quand on regroupe différentes disciplines pour faire des différentes entités, on a des silos entre ces entités qui peinent à se parler. Est-ce que, Bernard Bégaud, vous dites qu'il y a trop de structures, est-ce qu'une partie de la question, elle n'est pas là quand même? Pour moi, je suis par définition d'accord avec le professeur Lima, mais pour moi, le problème est quand même en partie là.
Je crois que Gilles Joannet le disait du reste à l'époque, il y a fort longtemps, que la France bat Gilles tous les Joannet, records. qui dirigeait à l'époque la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie. Voilà, et je croyais que ça avait changé. J'ai refait des calculs récemment. Je ne connaissais pas le personnel des ARS, 8400 personnes quand même. Les agences, c'est en moyenne 800 à 1000 personnes. Je crois qu'il n'y a aucun pays qui n'a autant de personnes. Enfin, je suis moi-même médecin fonctionnaire, donc je ne fais pas de l'anti-service public, hein, mais il n'y a aucun pays qui aligne autant de forces, autant de structures, autant de postes et autant de masse salariale sur le plan économique que la France. Et il faut quand même voir qu'il y a quand même un défaut, et même une absence de lisibilité. Par exemple, pour parler des médicaments, quand le président de la République, ou je ne sais pas qui du reste, a demandé un avis sur l'hydroxychloroquine, il a demandé au comité pour la santé publique, ce qui prouve qu'il y a bien une ambiguïté, puisque ce n'est pas du tout sa mission. Il existe l'agence du médicament, enfin, la LSM, ou à la limite la HAS, qui a dedans la commission de la transparence et qui juge de l'intérêt des produits. Et là, on l'a demandé à une structure. C'est comme si on me demandait à moi ce que je pense du taux d'attaque ou de la vitesse de propagation du virus. Je suis pharmacologue, mais je serais un imposteur. Ouais, c'est pas votre sujet. Et on voit en permanence sur le plan politique qu'il y a cette ambiguïté et du reste. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que on voit bien que les journalistes eux-mêmes, sauf vous, et les gens, enfin, comme dirait quelqu'un, n'y comprennent pas grand-chose et ne savent pas qui est chargé de quoi. Mais alors ça, je vous accorde bien volontiers que je ne le sais pas forcément. Loin s'en faut. Florence vous pouvez me mettre dans... Florence Alouche, sur ces silos, et Marc Prikaski ensuite, vous y êtes confronté en permanence, non, à la nécessité. Alors, ça se double en ce qui concerne les biotech, d'une relation entre les biotech, ce monde-là, et parfois l'univers de la recherche ou de la santé, qui n'est pas toujours faite de confiance a priori. Enfin, vous avez développé des startups au sein de la PHP. Peut-être que vous avez eu de la confiance de ce fait-là, mais parfois il y a aussi une défiance, parce qu'on va parler industrie, on va parler gros sous, on va parler... donc tout ça est un peu orthogonal, non ? Alors pas trop, non. C'est pas trop orthogonal parce que par définition, toutes ces sociétés dont on parle, et c'est pour ça que je parlais vraiment d'une chaîne de valeur, une grande partie des innovations viennent de la recherche. Donc on est dans un nouveau monde où finalement, et je pense que le chiffre c'était qu'en 2050, la moitié des autorisations de mise sur le marché de médicaments seront des médicaments de thérapie innovante. Donc on n'est plus dans le monde de la chimie. On passe dans le monde de la thérapie innovante, ce qui veut dire thérapie génique, ce qui veut dire thérapie cellulaire, ce qui veut dire ingénierie biotissulaire, ce qui veut dire anticorps monoclonaux, etc. Et donc, en général, ce ne sont pas des grands laboratoires pharmaceutiques qui développent ça pour des maladies rares ou des maladies émergentes, etc. On a souvent, et beaucoup, d'innovations viennent de la recherche publique, et ce sont les chercheurs eux-mêmes, les médecins, les pharmaciens, les ingénieurs biomèdes, même dans le domaine du dispositif médical, qui vont créer ces entreprises parce que soit elles répondent à un besoin qui n'est pas couvert pour une maladie rare, par exemple, soit ce n'est pas dans les plans des laboratoires pharmaceutiques d'acquérir des licences sur ces innovations, puisque moi j'ai fait ça pendant 15 ans, de chercher des laboratoires pharmaceutiques qui étaient intéressés par des innovations venant de l'hôpital. Et donc on est là, finalement, le gros mot industriel, il arrivera quand on lèvera beaucoup d'argent. Mais au démarrage, tout le monde se bat et est aligné, chercheurs, fondateurs d'entreprises, managers, puisqu'on est obligé d'avoir des gens qui connaissent un peu le business pour lancer ces entreprises. Finalement, tout le monde est aligné au démarrage. Après, on a besoin d'un support, comme vous le disiez, réglementaire, d'avoir un chemin qui est un peu éclairci. Merci, Florence. Je vais vous laisser la parole, Bruno Hina, pour clore cette table ronde. Mais on peut quand même noter que parfois, quand des médecins, des chirurgiens, par exemple, veulent en même temps faire de la recherche et le font dans le cadre d'institutions publiques, ils sont parfois un petit peu regardés d'un œil étrange, tant par les chercheurs que par leurs collègues chirurgiens. Alors si je peux me permettre juste un petit mot, parce que c'est très très important ce que vous dites. Voilà. On avait un ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche qui s'appelait Claude Allègre et qui a créé la disposition du Bayh-Dole Act aux États-Unis par la loi sur l'innovation et la recherche, qui a dédramatisé le fait d'être
être chercheur, être médecin dans un service et être fondateur d'une entreprise avec la commission de déontologie qui donne son blanc-seing. Donc ça, normalement, ça ne devrait plus être dans les idées. Ce qui est plus compliqué, c'est quand on est installé comme médecin, d'avoir des liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Mais à vrai dire, les médecins sont les spécialistes du domaine. Donc, si ils ne sont pas questionnés par les industriels, comment on va faire avancer aussi la recherche? Donc, c'est un truc à clarifier, mais qui ne doit pas être interdit. Ce ne serait pas possible. Alors, Bernard Bégaud est d'accord. Vous vouliez ajouter quelque chose ou pas, Bruno Lina? Sinon, on peut clore cette première émission. C'était juste par rapport à l'innovation. Et par rapport, en fait, il y a énormément de bonnes idées qui passent dans les laboratoires de recherche. Et il y a vraiment... Enfin, c'est quelque chose qui caractérise la recherche française. Elle est innovante. Elle est imaginative. Elle est capable de sortir des idées iconoclastes et qui marchent. Et on se rend toujours très bien compte que, comme vous le disiez, il y a un pas entre le moment où on a la bonne idée, où on est capable de démontrer que c'est une bonne idée, et le moment où l'industrie pharmaceutique s'y intéresse. Et je pense qu'il y a un vrai travers au niveau de l'industrie pharmaceutique, c'est qu'ils n'ont plus de vision à long terme. C'est-à-dire que c'est probablement par cette absence de vision à long terme et de la capacité de prendre du risque sur un certain nombre de sujets que ce lien se fait parfois moins bien. Alors, j'avais dit que sur cette première émission, Comment soignera-t-on demain, on essaierait de faire un état des lieux. Si j'ai bien noté, on a des bons points sur le soin, de moins bons points sur la prévention, du work in progress, c'est le moins qu'on puisse dire sur la question des silos et de la communication. En revanche, beaucoup d'innovation, de la recherche de qualité, peut-être un petit manque de vision. J'ai à peu près résumé ce qui a pu être dit. Eh ben, on va regarder du côté des solutions et même peut-être, qui sait, des utopies dans une deuxième émission. Merci beaucoup à tous les quatre. C'était Novactuel, le magazine de l'innovation sur Novac TV. On se retrouve pour une deuxième partie avec les mêmes invités pour parler des solutions. Bonne journée.